Au cours des 25-24 prochaines minutes, je tenterai de répondre à la question suivante, du moins un fragment, parce que quand on parle de Proust, on parle seulement d'un fragment de vérité quand on essaie d'en parler sérieusement. De quoi la virilité est-elle le nom dans l'univers de Marcel Proust? J'ai deux étudiants du séminaire, je croyais que j'en avais juste un, vous êtes cachés, vous m'avez même pas dit que vous étiez là. Vincent et Charles David, pour ne pas les nommer. Je dis univers de Proust, univers élargi, donc à la fois le texte de Proust et ce que les cinéastes et d'autres créateurs ont fait de l'œuvre de Proust. Donc c'est quoi la virilité dans tout cet ensemble-là? Plus particulièrement, je vais m'intéresser à un personnage, quand on parle de Proust, on essaie de réduire, prendre une petite chose, sinon on finit par se perdre. Le personnage qui incarne le mieux le fonctionnement assez complexe de la virilité dans la recherche du temps perdu, donc Palamède de Guermantes, le baron de Charlus pour les intimes. En fait, non, même mieux que ça, sa famille, ses amis, donc l'appellent Mémé. Donc, déjà, ça nous amène dans le cœur du sujet. C'est un personnage fascinant. J'aurais pu parler aussi de son neveu, donc Robert de Saint-Loup, qui, du point de vue de la virilité est tout aussi complexe, mais Charlus, c'est Gilles Deleuze dans Proust et les signes qui disait, donc Charlus, c'est un signe clignotant, donc c'est vraiment une espèce de personnage comme ça, c'est une Égypte aussi qu'il dit, c'est une Égypte qu'il faut décoder, c'est un ensemble de signes contradictoires et qui à peu près tous nous ramènent à la question de la virilité, mais évidemment pour la prendre, pour la renverser, et je vais donc essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans, sans être trop décousu. Justement, pour ne pas partir dans tous les sens, ma communication va être divisée en deux temps. D'abord, je vais plus parler du texte proustien. Je vais proposer un rapide panorama, autant que faire se peut, des aspects de la virilité à la recherche du temps perdu, grâce à la figure de l'inversion. Je vais vous dire après ce qu'on entend par inversion. Encore une fois, ça veut dire plusieurs choses. Et ensuite, je présenterai comment l'image proustienne de la virilité, image complexe, image mouvante, se réfracte dans l'œuvre de Luchino Visconti, qui, vous le savez peut-être, a longtemps voulu adapter Proust au cinéma, mais il a eu la drôle d'idée d'avoir une crise cardiaque et il s'est dit peut-être que je serais mieux de ne pas me taper Proust après une crise cardiaque et finalement il n'a jamais fait Proust au cinéma. Et c'est un des cinéastes de loin des plus proustiens de l'histoire du cinéma, peut-être même plus proustien que certains cinéastes comme Volker Schlöndorff qui ont adapté Proust au cinéma par ailleurs. Je vais parler de deux films de Luchino Visconti, deux chefs-d'œuvre, mais bon, c'est un avis personnel, ça compte pas, mais je pense que c'est assez reconnu comme étant des chefs-d'œuvre. Donc, Mort à Venise et Ludwig, en français, Ludwig, le crépuscule des dieux, réalisé en 1971 et 1972. C'est quand même assez bizarre, prendre un an seulement pour faire Ludwig, après avoir fait Mort à Venise, qui est un film de 4 heures. Voilà, donc alors qu'il y en a qui prennent 5 ans pour faire des films pas très bons, lui, ça lui prend un an faire Ludwig. Pourquoi pas? Et particulièrement, je vais m'intéresser à leurs deux personnages principaux, chez qui on retrouve des aspects détournés, réécrits, retravaillés du personnage de Charlus. Donc d'abord, dans Mort à Venise, il y a le compositeur Gustav von Aschenbach, qui est interprété par l'acteur anglais Dirk Bogarde, et d'autre part, le roi Ludwig II de Bavière, dans Ludwig, qui est interprété par Helmut Berger, qui sont deux des acteurs fétiches de Visconti qu'on retrouve dans Les Damnés, qu'on retrouve dans d'autres films, avec Burt Lancaster aussi. Dans ces deux films, c'est donc mon hypothèse que Visconti va proposer une actualisation, peut-être pas au sens très fort de Citon, tout ça, mais quand même c'est plus qu'interprété. Je pense qu'il actualise de manière cinématographique la figure de Charlus. Et la figure de Charlus, pour tout dire, c'est un peu ma conclusion, il se caractérise par une forme de viril imposture. C'est le personnage le plus viril, La Recherche du temps perdu, mais c'est en même temps le moins viril. Et aussi par une mythologie du jeune homme. Non pas que Charlus est un jeune homme, quoiqu'il s'imagine tout le temps plus jeune qu'il est, mais il a un désir des jeunes hommes. Il veut devenir leur mécène, il veut devenir leur papa, il veut devenir leur amant. Et il a un désir de créer du jeune homme de la part de Charlus et une forme de théâtre de la virilité. Vous remarquerez le savant montage d'images pour parler du concept de l'inversion. Je me suis rendu compte en faisant que c'était un peu creepy, mais j'ai décidé de le garder. Donc quand même, Proust jeune qui regarde Proust mort. C'est une photo de Man Ray d'ailleurs. Il y a 2-3 photos de Proust mort prises par le photographe Man Ray. Afin donc d'essayer de nous orienter dans le monde proustien, j'aimerais vous rappeler ces quelques phrases de Roland Barthes que l'on trouve dans un article de 1971, qui est un des très 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 bons textes
non seulement que Barthes a fait sur Proust, mais sur Proust, qui s'appelle « Une idée de recherche ». Je cite Roland Barthes, « Dans le petit train de Balbec, une dame solitaire lit la revue des deux mondes. Elle est laide, vulgaire, comme il y en a souvent dans la recherche du temps perdu. Le narrateur la prend pour une tenancière de maison close, comme il y a aussi souvent dans la recherche du temps perdu. Mais au voyage suivant, le petit clan, donc les fidèles de Madame Verdurin, ayant envahi le train, apprend au narrateur que cette dame est la princesse Sherbatov, femme de grande naissance, la perle du salon Verdurin. Donc, finalement, quelqu'un de très, très haut placé. Ce dessin, qui conjoint dans un même objet deux états absolument antipathiques et renverse radicalement une apparence en son contraire, est fréquent dans la recherche du temps perdu. Appelons cette forme, tout au moins provisoirement, l'inversion. En fait, Barthes va l'appeler tout le long de son article l'inversion. Je ne sais pas pourquoi il dit provisoirement, mais c'est quelque chose qu'il mentionne. Bon, pour ceux qui ont... Qui a lu Proust ici, un petit peu... Oui, vous l'avez presque terminé, Charles, vous m'aviez dit. Donc, c'est bien, on encourage Charles à terminer. Il est rendu à la prisonnière. Mais bon, pour ceux qui ont lu Proust, on sait très bien que cette figure-là de voir quelque chose qui est noir et se rendre compte que c'est blanc, c'est absolument... Il y a ça 10 fois par page dans la recherche du temps perdu. J'ai mis quelques exemples, mais il y en a des plus évocateurs encore, mais vous vous souvenez, parce qu'à peu près tout le monde avait lu Proust, ce qui est quand même pas trop mal. Donc le fameux geste que Gilberte fait au narrateur, que le narrateur pense que c'est un geste très très vulgaire, finalement c'est un geste d'amour. Donc on a un renversement. Les métamorphoses d'à peu près tous les personnages, par exemple Odette de Crécy, qui commence essentiellement prostituée et qui termine, encore... Elle se prostitue, mais dans un plus haut niveau, disons. Dans le faubourg Saint-Germain, elle devient donc la maîtresse du duc de Guermantes. Du prince de Guermantes, donc lapsus. Un cas que j'aime bien, la profanation du musicien Vinteuil par sa fille. Vous savez, c'est la fameuse scène où la fille du musicien Vinteuil crache sur la photo de son père pour faire l'amour ensuite avec sa petite amie à elle. Et à la fin du roman, on se rend compte qu'elle a passé sa vie pour traduire, donc décrypter tous les manuscrits de son père, et c'est grâce à elle que le narrateur connaît l'œuvre de son père. Donc là, il y a un renversement phénoménal. Le côté de Mes Églises, qui est en fait le côté de Guermantes, on pensait qu'il y avait un côté, mais donc il y avait deux côtés, mais c'est le même. Et le héros narrateur lui-même, pourquoi j'ai mis ça? Pendant 3000 pages, il dit « je sais pas comment écrire, non, je suis de la merde, c'est nul », et finalement, il écrit La recherche du temps perdu, ou à peu près. Donc c'est quand même un renversement assez frappant. Et comme l'explique très bien Barthes dans son texte, l'omniprésence de ce procédé-là, de l'inversion, vraiment qu'on retrouve à chaque page, va créer une attente chez le lecteur qui, sans arrêt, quand on lit Proust, on anticipe la prochaine métamorphose. On se dit, ah tiens, là, ce personnage-là est fort, c'est sûr qu'il va être faible d'ici un chapitre. En plus, le chapitre chez Proust, c'est 300 pages. Je cite, « Il y a une pandémie de l'inversion, du renversement. Le renversement est une loi. Tout trait est appelé à se renverser par un mouvement de rotation implacable. » Donc, ça tourne sans arrêt. Dans La recherche du temps perdu, il prend l'image du kaléidoscope pour montrer que la société change, que ceux qui étaient en bas donc, sont en haut, etc., etc. Et ça n'arrête jamais une sorte de relativisme absolu. Donc, l'inversion, ça veut dire ça, mais aussi, évidemment, on le sait, l'inversion est aussi le mot que Proust va utiliser pour parler d'homosexualité. Pourquoi il ne dit pas homosexualité? Il trouvait ça trop médical. Il trouvait ça trop allemand aussi. Donc, il préfère parler d'inversion. Donc, dans La recherche du temps perdu, il y a certainement une alliance entre l'inversion sexuelle, donc ce que Proust appelle l'inversion sexuelle, et le principe général du renversement, qui est un principe social, principe esthétique, principe moral, si tant est que les deux notions se comprennent l'une avec l'autre, donc le sexuel, le social, le sexuel et l'esthétique. Et chez Proust, c'est quand même, vous l'avez lu, hein, c'est quand même une manière curieuse d'écrire l'homosexualité, hein, c'est vraiment une sorte de synthèse des contraires. Pour Proust, l'homosexualité, c'est un homme qui tout à coup devient une femme, mais au sens vraiment biologique. Là, c'est un homme qui physiquement devient une femme, et une femme qui physiquement devient un homme le temps d'un regard. Hein. Il y a vraiment un côté très très visuel, très très théâtre d'attraction, et d'où l'idée, qui encore une fois résume l'essentiel de ce que je vous dis, que la virilité peut pas être pensée chez Proust sans la féminité. C'est-à-dire, pour être viril, il faut être très, très efféminé. Plus on est efféminé, plus on risque d'être extrêmement viril. Plus on est viril, plus on risque d'être efféminé. Et c'est ce qui m'intéressait en partie dans ma thèse, où j'ai peut-être jamais écrit le mot virilité, mais je veux dire, c'est donc, je vous l'ai dit, je suis pas viril, donc même pas dans ma thèse, mais c'est cette idée-là que tout se renverse, et se renverse même visuellement. On voit quelque chose chez les autres. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est comment tout ça se transpose au cinéma, comment on fait pour adapter une vision du monde aussi complexe, où tout bouge tout le temps.
Et c'est un peu ce dont je vais essayer aussi de parler aujourd'hui. Et entre autres avec le personnage de Charlus, hein, c'est vraiment le champion de l'inversion, le champion du renversement, le champion du théâtre des apparences, c'est Charlus. Et on le voit très bien ici, hein, j'ai à peu près 300 citations, j'en ai retenu 4, mais il y en a certainement un paquet. Où est-ce qu'on est? C'est dans Sodome et Gomorrhe, où on commence à comprendre à peu près qui est réellement Charlus. Je cite, « On aurait pu voir s'avancer Madame de Marsante, qui est sa tante, qui est dans la famille de Charlus. Tant ressortait à ce moment la femme qu'une erreur de la nature avait mise dans le corps de M. de Charlus, au point que le baron eût mérité l'épithète de ladylike. » Oui, il y a du ladylike chez Proust. Certes, cette erreur, le baron avait durement peiné pour la dissimuler et prendre une apparence masculine. Et c'est ça le grand drame de Charlus. Il se fait sans arrêt trahir par son corps et par son regard souvent. C'est son regard qui montre qu'il est une femme dans un corps qui se veut très viril, donc qui fait du sport, qui se jette dans des torrents, qui monte des montagnes. Et tout à coup, un regard comme ça nous dit « Ah tiens, finalement cet homme est une femme. » Bon, cet homme si viril que tout le monde dit que c'est un vrai cavaleur est en fait une femme. Et au point de vue biologique, là, donc c'est pas du tout de la psychologie, donc c'est vraiment physiquement, c'est une femme. Donc, à partir de Sodome et Gomorrhe, le héros narrateur sera convaincu du perpétuel renversement. Donc, ça prend quand même certains romans, mais à partir de Sodome et Gomorrhe, il s'en rend compte que Charlus, c'est ça. C'est une espèce d'image complexe qui se renverse sans arrêt. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois que Charlus apparaît, on passe d'un état viril à un état féminin, et c'est cette espèce de jeu des contraires qui va continuer jusqu'à la fin du roman, et ça devient conscient et assumé pour le narrateur. Je cite encore, « Comme il était encore sous l'influence du passage de Vénus androgyne », et il y a aussi beaucoup de mythologie, je vais y arriver dans ma conclusion, il, donc Charlus, souriait faiblement au Verdurin. Et pour une seconde, c'est toujours cette espèce d'involontaire, et c'est évidemment lié à la poétique générale de l'involontaire chez Proust avec la mémoire et tout ce que vous voulez, et pour une seconde, allumait câlinement ses yeux, lui si féru de virilité, donc c'est le titre de ma communication, exactement comme il fait sa belle-sœur, la duchesse de Guermantes, alias la comtesse Greffule, pour un des modèles réels du personnage. Et justement, j'ai pris cette citation-là parce que c'est la duchesse de Guermantes, Oriane, pour les intimes. J'ai d'ailleurs un ami qui a appelé sa fille Oriane en hommage de Proust, c'est quand même rare. Oriane va être le premier personnage du roman qui va sous-entendre la véritable nature de Charlus. Et c'est elle qui va mettre la puce à l'oreille au narrateur, donc Charlus qui est son beau-frère. Toutefois, le mari d'Oriane, Bazin, donc qui est le frère de Charlus, sera certainement pas très content que sa femme commence à dire des choses comme ça sur l'état de son frère, parce qu'il veut entre autres protéger évidemment donc la famille Guermantes, et il ne peut pas avoir quelqu'un d'efféminé dans la famille Guermantes, ça se fait juste pas. Et ce dialogue-là, c'est pendant un dîner, et est assez charmant, donc c'est Oriane qui parle en premier. Ce n'est pas pour dire du mal du pauvre Mémé, hein, je vous l'avais dit, on l'appelle Mémé, donc ce qui déjà dit tout, hein, donc c'est terminé, donc c'est Mémé, Charlus, qui, entre parenthèses, n'était pas libre ce soir, reprit la duchesse, je reconnais qu'il est bon comme personne, il est délicieux, il a une délicatesse, un cœur comme les hommes n'en ont pas généralement. C'est un cœur de femme, Mémé. Bon, c'est dit. Et Bazin qui est pas très content. Donc, ce que vous dites est absurde, interrompit vivement M. de Guermantes. Mémé n'a rien d'efféminé. Personne n'est plus viril que lui. Donc, on n'est pas dans la demi-mesure. Ça, c'est soit Mémé a un cœur de femme, soit personne n'est aussi viril que Mémé. Ce qui est une phrase qui, encore une fois, tient pas debout. Et donc, de tous les personnages du roman, Charlus est certainement celui, et Saint-Loup, hein, qui est. Et comme quoi les chats font pas des chiens, hein. Ça fait quand même partie donc des Guermantes, mais c'est le personnage qui va le plus tenir et le plus incarner cette tension des contraires, si bien que c'est presque une sorte de méta-personnage. Comprendre Charlus, c'est comprendre la recherche du temps perdu. Comprendre comment Proust pense et comment le roman fonctionne. Je vous ai dit que je voulais parler de Visconti, c'était pas une blague. 15 minutes, je devrais y arriver. Voilà, donc. Donc, Charlus, donc, je pourrais dire tout de suite, c'est un peu biographique, mais c'est anecdotique, mais on pourrait presque dire que Visconti, c'est un Charlus, hein, mais je voulais pas, si vous voulez me poser la question après, mais il y a certainement un fantasme de Charlus dans le cinéma de Visconti, un fantasme dans ses œuvres, mais si on voulait faire de la biographie sauvage ou de la psychanalyse sauvage, mais il y a certainement une transposition
de qui est Luchino Visconti, donc famille d'aristocrates, homosexuels, donc tout ce que vous voulez, qui comprend intimement et c'est quoi la grandeur de Charlus. Bon, je vous l'ai dit, Luchino Visconti voulait adapter La Recherche du temps perdu. Il y avait une productrice, Nicole Stéphane, qui bizarrement est une actrice qui jouait dans un film de Jean-Pierre Melville, Les Enfants terribles, qui pendant comme 20 ans a eu les droits de La Recherche du temps perdu, a dit à Visconti fait un film, Visconti était d'accord, il y avait un scénario écrit par Suso Cecchi d'Amico, ce qui veut un peu rien dire parce que Visconti ne se savait jamais de ses scénarios et retournait ses films à partir de zéro, mais enfin voilà, donc il y a quand même des traces de ça, et Visconti a eu une attaque cardiaque et finalement a fait, je ne sais plus quel film, mais c'était après Mort à Venise et après Ludwig, je pense qu'il a fait 2 films ensuite et après c'était terminé. Pour la petite histoire, qui aurait joué Charlus chez Visconti? C'est Marlon Brando. Et donc à l'époque du Parrain. Donc ce qui veut quand même dire donc Parrain 72, ce serait donc on voit un peu quelle aura il voulait lui donner. Chez Charlus, le narrateur de Proust c'était Alain Delon, qui finalement va jouer Charlus dans le film de Volker Schlondorf, comme quoi le monde est bizarrement fait. Alain Delon en Charlus, c'est particulier. Et donc, c'était Helmut Berger qui devait faire Morel et Dirk Bogarde qui devait faire Swann. Et aussi, Visconti disait tout le temps que La Recherche du temps perdu serait son dernier film. Hein. C'est le film qu'il voulait faire vraiment, mais donc dernier au sens de c'est de l'apothéose de tout son cinéma. Et lire le scénario, vraiment, Charlus devient presque le personnage principal. C'est vraiment la grandeur et le déclin de Charlus, c'est le fil conducteur de l'adaptation de Visconti. Mais au-delà de ça, et c'est l'hypothèse que je défends, on peut remarquer une forme d'influence, entre guillemets, terme toujours un peu litigieux, mais une forme d'influence proustienne dans Mort à Venise et Ludwig, donc les 2 films que Visconti a tournés non seulement avant ce qui aurait dû être La Recherche du temps perdu, mais il était en train d'écrire son scénario et faire des repérages pour trouver les lieux de tournage. Donc vraiment, il pensait à Proust littéralement tout le temps en tournant ces 2 films-là, qui sont un peu comme des... C'est l'hypothèse que je soutiens ailleurs, et je peux bien la redire ici, mais c'est un peu comme des tours de piste, hein, quand un coureur fait le tour de la piste pour voir comment, donc c'est quoi, donc qu'est-ce qui est raboteux, donc c'est quoi les lignes droites et tout. C'est un petit peu comme ça, sans rien enlever à ces 2 films-là qui sont des chefs-d'œuvre et qui n'ont pas besoin de Proust, mais en faisant Mort à Venise et en faisant Ludwig, Visconti se prépare, essaie d'entrer dans le monde proustien et met du Charlus un peu partout. Donc il saupoudre du Charlus, si tant est que cette expression-là est possible. 5 minutes, c'est bon. C'était pas 25 minutes la conférence? Moi je suis à 18, 40. 40, c'est beau. Parfait, donc 7 minutes. Non, pardon, hein, je veux pas. Voilà. Dans Mort à Venise, c'est quoi? C'est l'histoire d'un compositeur. C'est. Qu'est-ce que Visconti fait avec Mort à Venise? Mon hypothèse simplement, il veut filmer la mort de Charlus. Donc, tout le film converge vers la mort du personnage et il veut donc donner une mort grandiose à ce personnage-là en pensant indirectement à Charlus, si tant est même que le texte de Thomas Mann devient presque, c'est adapté de Thomas Mann, devient secondaire et c'est vraiment la référence proustienne, la mort de Charlus qui prend le dessus. Comme Charlus, Aschenbach est veuf, donc sa femme et sa fille sont décédées d'une maladie qui n'est jamais vraiment expliquée, et il cherche une forme de beauté absolue qu'il veut voir avant de mourir, et ce personnage-là va la trouver chez l'éphèbe Taddeo, donc à Venise. Vous vous souvenez des images, donc la fin, qui sont vraiment marquantes. Donc, et c'est quoi l'histoire de Mort à Venise? C'est en deuil de sa femme, cet homme-là, Aschenbach, va tomber amoureux d'un jeune homme, lui qui ne s'affirme pas comme homosexuel ou quoi que ce soit, il tombe amoureux devant une beauté absolue qui est incarnée par ce jeune homme-là que Visconti filme comme une véritable statue grecque qui contrebalance, on a encore l'idée du renversement, qui contrebalance l'atmosphère fiévreuse qu'il y a à Venise. Hein. C'est donc la peste est partout, donc tout le monde trouve que ça pue, que les gens sont malades, et là il y a cette beauté parfaite que le personnage va contempler en train de mourir lui-même devant le soleil couchant. Donc on a l'inversion dans une même image. On a le personnage qui meurt et on a la beauté absolue qui est incarnée dans un jeune homme. C'est un exemple de ça peut être quoi l'inversion au cinéma. Je peux demander tout de suite, est-ce que c'est possible de dépasser les 25 minutes ou non? Parce que si oui, je saute, étant donné que je prends jurisprudence sur les communications qu'il y a eu avant, est-ce que c'est possible d'avoir 5 minutes de plus? Ce qui va influencer ce que je vais vous dire. Je pose tout de suite la question aux organisateurs. Est-ce que je peux faire valider par... parce qu'il y a eu un historique de... Ça convient à tout le monde. Ben c'est ça, juste parce que sinon je dois à peu près tout sauter, mais si j'ai...
Si j'arrête à 30, c'est parfait. OK. Donc, je peux vous lire cette citation-là qui est savoureuse. Je vous dis que des traces de Charlus, quand on lit cette phrase-là, ce passage-là chez Proust, c'est vraiment mort à Venise, dialogue avec des passages comme ça, et c'est certain que Visconti l'avait en tête. Donc, c'est un passage de Sodome et Gomorrhe. La tristesse qui suivit la mort de sa femme, on parle de Charlus, grâce à l'habitude de mentir, n'excluait pas chez M. de Charlus une vie qui n'y était pas conforme. Plus tard même, il eut l'ignominie de laisser entendre que pendant la cérémonie funèbre, il avait trouvé le moyen de demander son nom et son adresse à l'enfant de cœur pendant la cérémonie funèbre de sa femme. C'est vraiment mort à Venise, hein. C'est vraiment donc, la mort de la femme et le jeune homme. Et c'était peut-être vrai. Bon, pourquoi pas. J'arrive à Ludwig. Je vais donc rapidement. On retrouve essentiellement les mêmes contradictions, les mêmes problèmes que dans Mort à Venise. Et comme Mort à Venise, c'est aussi un film sur la chute. Hein. C'est sur la grandeur d'un personnage qu'on va tranquillement voir tomber dans les bas-fonds moraux, dans le vice, entre guillemets. Je ne veux pas poser de jugement moral sur ces choses-là, bien sûr. Mais je parle, bon, Proust aurait utilisé ce mot-là, c'est vraiment un mot qui revient tout le temps chez Proust. Encore une fois, il y a des liens à faire. Comme Charlus, Ludwig est un personnage central de la hiérarchie européenne, presque comme Visconti. Toujours comme Charlus, il s'agit d'un personnage qui se définit à la fois par sa grandeur et par sa folie. Plus on est grand, plus on est fou. Ça vient toujours ensemble. Et c'est précisément cette folie-là qui va l'amener dans le vice et dans la débauche, entre guillemets. Sur le thème de la folie, je vous rappelle justement ce passage de « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » qui est la première apparition de Charlus, et on peut presque la lire avec ces photos-là d'ailleurs. Je tournai la tête et j'aperçus un homme d'une quarantaine d'années, donc c'est Charlus, très grand et assez gros, avec des moustaches très noires et qui fixait sur moi des yeux dilatés par l'attention. Par moments, ils étaient percés en tous sens par des regards d'une extrême activité, comme en ont par exemple des fous ou des espions. Donc Charlus est sans arrêt comparé à un fou et à un espion, lui qui est pourtant un personnage qui est censé être irréprochable, étant un noble de l'aristocratie française et allemande, parce qu'il a des origines un peu partout. Au-delà de cette imposture du regard, c'est vraiment le regard qui fait qu'on sait qui est Charlus, Ludwig et Charlus vont partager un même goût pour le grand art et la musique, goût qui sera contrebalancé par des désirs moins purs. Par exemple, on sait, vous vous souvenez dans La Recherche du temps perdu, Charlus tient à devenir le mécène du violoniste Morel pour mieux devenir son amant. Et chez Visconti, l'amour du grand art, donc on sait que Ludwig II de Bavière c'est quelqu'un qui a construit des châteaux, c'est quelqu'un qui a financé les opéras de Richard Wagner, qui a construit le palais des festivals de Beyrouth, c'est quelqu'un qui croit au grand art et qui en même temps fait des orgies bavaroises et est tout à fait prêt à se rouler dans la boue. Donc littéralement, c'est ce que montre Visconti dans son film. Encore une fois, on a la synthèse des contraires, le grand art et cette espèce de débauche-là, qui est quand même wagnérienne aussi, mais voilà, c'est sans arrêt ça qui est pensé ensemble. Et il y a aussi un côté mythologique très important, je l'avais mentionné, qui définit le personnage de Charlus, mais en même temps, c'est une sorte de boutade, c'est comme une blague, mais Proust va puiser dans des figures mythologiques pour penser l'homosexualité et pour penser le renversement de situation qui caractérise sans cesse Charlus. C'est quand même une scène connue, je vous lis l'extrait. Il y avait dans cette chambre un œil de bœuf latéral dont on avait oublié de tirer les rideaux. Cheminant à pas de loup dans l'ombre, je me glissais jusqu'à cet œil de bœuf, et là, enchaîné sur un lit comme Prométhée sur son rocher, c'est une blague, je disais, donc Charlus c'est pas un Prométhée, mais en même temps c'est une blague, mais ça veut tout dire. Je vis déjà tout ensemble, non parce qu'il se fait fouetter, donc carrément, et couvert d'échymoses. Oui, donc Proust c'est trash, hein, quand même. Donc, et couvert d'échymoses qui prouvaient que le supplice n'avait pas lieu pour la première fois, Monsieur de Charlus. Il se fait fouetter souvent. Et voilà, c'est ça. Et l'idée c'est donc Charlus a littéralement un désir de virilité, un désir de masculinité, donc se faire fouetter par des hommes qui sont censés être des criminels, mais en fait c'est des garçons très gentils, mais il faut qu'ils fassent semblant d'être des criminels, pour rejoindre une sorte d'imagination moyenâgeuse qui est exactement celle de Ludwig avec ses châteaux, avec ses valkyries, avec Wagner, et ça Proust donc le montre très bien ce balancement-là chez Charlus. Je crois que c'est ma dernière citation. Au fond de tout cela, il y avait chez M. de Charlus tout son rêve de virilité, attesté au besoin par des actes brutaux, et toute l'enluminure intérieure, invisible pour nous, mais dont il projetait ainsi quelques reflets de croix de justice, de torture féodale, qui décoraient son imagination
moyenâgeuse. Et donc, je l'ai dit, ça, c'est exactement Ludwig. Hein, c'est financer Wagner, c'est faire des châteaux grandioses, mais en même temps, aussi faire des orgies bavaroises et participer à des bordels homosexuels et même financer des bordels homosexuels. La différence entre Ludwig et Charlus, Ludwig fait des chefs-d'œuvre. Donc, Ludwig, c'est pas lui qui a fait les châteaux, mais quand même, ces châteaux-là n'auraient pas existé sans Ludwig. Donc, il y a une forme de transcender la chute vers le bas par quelque chose qui va rester techniquement éternel. Donc, des châteaux, c'est construit pour l'éternité, même si on sait que c'est pas exactement le cas. 26 minutes, donc j'arrive à la conclusion. Je vous passe tout ça. Donc, merci pour 2 secondes de plus pour terminer. Je reviens au texte de Roland Barthes une dernière fois, qui résume la chose. Donc, Barthes parle de la rencontre entre Charlus et Jupien, hein, au début de Sodome et Gomorrhe, qui est une des scènes les plus importantes pour comprendre Charlus. La scène du frelon, donc c'est Charlus qui est comparé à une fleur et donc Jupien à une abeille, ou donc l'inverse, ou plutôt même donc les rôles s'échangent. La scène du frelon, au cours de laquelle le narrateur découvre la femme sous le baron de Charlus, vaut théoriquement pour lecture du jeu des contraires. De là, dans toute l'œuvre, l'homosexualité développe ce que l'on pourrait appeler son énantiologie. Donc, c'est le plaisir de Barthes d'inventer des mots, là, ou donc discours du renversement. D'une part, elle donne lieu à 1000 situations paradoxales, contresens, méprise, surprise, comble et malice, et d'autre part, en tant que renversement exemplaire, donc l'homosexualité, elle est animée d'un mouvement irréversible d'expansion. Et la virile imposture de Charlus est donc le noyau dur, je l'ai dit, à partir duquel on peut penser toute la recherche du temps perdu. Et je crois que Visconti est un des rares qui a bien compris comment ce mouvement-là fonctionne, et il l'a précisément mis dans ses films. Est-ce que je saute tout ça? Oui, et il y a aussi, donc j'y vais très vite, hein, 1 minute. Il y a aussi un désir, j'ai parlé du mythe, de plonger dans l'histoire. Et c'est ce qu'on a tout le temps chez Visconti, ce sentiment-là d'arriver trop tard, et il y a un rapport à l'histoire, comme si la vraie virilité, la vraie masculinité était toujours déjà passée. Hein, c'est Deleuze qui parlait de Visconti, qui disait « c'est le cinéma du trop tard ». Quand Visconti filme des pêcheurs, donc il filme comme Homère, pour l'idée que c'est des gens grandioses qui sont arrivés trop tard. Un film comme Le Guépard, c'est un film sur la fin de l'aristocratie, et l'arrivée de la bourgeoisie, c'est la fin d'un monde, c'est la fin d'un monde viril, c'est la fin d'un monde masculin grandiose, et c'est précisément ce que racontent ces 2 films-là. Et c'est aussi donc, et c'est comme ça qu'il faut comprendre la mécanique de la virilité dans l'œuvre de Visconti, c'est que la virilité, c'est jamais un objet de séduction qui se conjugue au présent, mais un dispositif à plusieurs niveaux qui se renverse, où se superposent les fantasmes, les époques et les mythes. Et donc, merci pour le temps supplémentaire que vous m'avez accordé.